Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler sorcellerie. Mais basta d'en parler, nous allons surtout en pratiquer. Et je vous invite pour cette vidéo, je pense que vous l'aurez compris peut-être avec le titre de celle-ci, nous allons réaliser un puissant rituel de protection où on va envoûter un objet, on va le consacrer, le purifier et l'envoûter pour qu'il soit véritablement une sorte de gris-gris protecteur. Pour cela, nous allons utiliser le fameux livre des ombres. Je sais que vous êtes très nombreux à souvent me solliciter pour que je puisse l'utiliser et j'ai décidé que j'allais vous dévoiler certains secrets. Attention, je ne vous les dévoilerai pas tous, bien entendu, hein. Je vous dévoilerai uniquement des magies pratiques, des magies qui sont utiles, des choses que vous pouvez reproduire chez vous assez facilement avec pas obligatoirement beaucoup d'accessoires. Donc voilà, je ne vous révélerai pas tout le reste, bien entendu, c'est secret défense. Allez, je vais le mettre sur le pupitre là à côté de moi. Alors, avant de commencer véritablement, puisque je vais vous changer d'angle pour que vous puissiez voir le petit rituel, vous allez avoir besoin de quelques accessoires et quelques petits outils. Je tiens à préciser quelque chose avant de commencer. La sorcellerie, la magie, c'est avant tout des intentions, d'accord? Donc si vous n'avez pas tous les ustensiles que je vais vous dire, si vous n'avez pas tous les produits que je vais vous lister, ce n'est pas grave, vous pouvez adapter le rituel avec ce que vous avez, avec les moyens du bord, hein, qu'on soit bien d'accord. La sorcellerie, sachant que moi je pratique une magie dite naturelle, donc je travaille beaucoup avec la nature, et je pratique ce qu'on appelle la sorcellerie médiévale classique, c'est-à-dire vraiment celle qui est cliché, hein, celle, la sorcière sur le bûcher, tout ça, avec son chaudron, son balai, sa baguette, les potions et compagnie, compagnie. Voilà, c'est vraiment l'image que vous avez, la sorcière de Salem, voilà. Donc, bien entendu, vous pouvez adapter ces rituels en fonction de vos croyances, de vos convictions, c'est-à-dire que vous pouvez réaliser de simples prières, vous pouvez vraiment, vous faites comme vous en avez envie et comme vous le ressentez, d'accord? Moi, ce que je vous propose là, c'est vraiment pour être immergé dans le folklore de la sorcellerie, mais en aucun cas, ce n'est pas parce que je vais utiliser plusieurs accessoires, un grimoire, etc., que mon rituel va être plus puissant pour autant, d'accord? Si vous faites une simple prière avec une bougie, un bâton d'encens, etc., si vous y mettez véritablement toute l'intention dans votre demande, le rituel sera aussi fort que si vous dansez tout nu sous la pleine lune avec un cercle de 12 personnes, etc. etc. Hein, qu'on soit d'accord. Allez, donc je vais d'abord vous présenter les outils et puis ensuite on changera d'angle pour pouvoir réaliser le rituel. Alors, vous allez devoir tout d'abord avoir besoin de sel consacré. Si jamais vous ne savez pas comment consacrer du sel, je vous invite à aller voir la vidéo dans la playlist magie et vous regardez la vidéo qui s'appelle Consacrer du sel. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Pour le sel consacré, il vaut mieux privilégier des sels qui soient le moins raffinés, le moins traités possible, des sels qui sont un maximum le plus naturel et bio possible, comme par exemple de la fleur de sel, des choses comme ça, vraiment des sels qui ne sont pas trop traités, hein. Bon, si vous n'avez pas, à défaut, vous prenez votre sel fin de cuisine, hein, si vous n'avez pas autre chose, mais si vous pouvez avoir autre chose, il vaut mieux privilégier un autre sel. Ensuite, vous allez avoir besoin d'eau de source. Donc là encore, pour l'eau de source, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser l'eau du robinet. Vraiment, même si je suis pas ultra fan de l'eau du robinet pour la simple et bonne raison que énergétiquement parlant, c'est une eau qui est très lourde, d'une part parce qu'elle est traitée par plein de produits chimiques, ensuite elle transite dans plusieurs réseaux de tuyauterie à base de cuivre, certaines tuyauteries sont un peu archaïques et ont certains composants plus ou moins nocifs, donc j'avoue que je suis pas ultra fan de l'eau du robinet, il vaut mieux privilégier des eaux de source, même si elles aussi sont un peu contaminés, hein, parce que, comme vous en doutez, les sols sont tous traités, les pesticides et compagnie, donc même les sources elles-mêmes aussi deviennent polluées. Je vous l'accorde, on ne va pas débattre là-dessus.
Mais bon, on va dire que c'est par question de principe. Donc, si vous avez la chance d'avoir une petite rivière, une source à côté de vous, un puits, n'importe quoi, eh bien, allez directement cueillir l'eau à la source, c'est le cas de le dire. Si vous n'avez pas, eh bien, prenez de l'eau en bouteille. Et puis, si vraiment vous n'avez pas, eh bien, vous prenez de l'eau du robinet, d'accord? Vous allez avoir besoin d'un verre, d'une coupe. Alors, bon, moi, évidemment, j'ai une vraie coupe, mais vous pouvez très bien utiliser un verre, un simple verre, ça va très bien, d'accord? Je tiens à préciser quelque chose quand vous voyez les outils de magie, quand on vous parle d'un atamé, d'un chaudron, d'une coupe, etc., etc. On accorde des pouvoirs un peu extraordinaires à ces objets, mais sachez que ce sont les objets du quotidien de l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens pour les pauvres, enfin les pauvres, les gens modestes et les pauvres, tout le monde n'avait pas accès, même les riches en fait. Même les riches parce que oui parce que la fabrication du verre, si je dis pas de bêtises, à l'époque médiévale Moyen Âge, on ne savait pas encore bien maîtriser les objets délicats en verre. C'était surtout pour les vitraux, etc. Donc, il faut savoir quelque chose sur les outils, c'est que ce sont simplement des outils du quotidien. Un chaudron, c'est ni plus ni moins qu'un faitout, une casserole qui était utilisée à l'époque. Les coupes en métal, eh ben, c'était parce que c'était le verre de l'époque. Enfin, on avait accès, on pouvait acheter des verres facilement. Hein. C'est un verre, tout simplement un verre. On prend l'atamé, pareil, l'atamé, c'est pas un outil extraordinaire, c'est un simple couteau, genre une espèce de couteau suisse de l'époque. Hein. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas les objets, si vous n'avez pas les outils exacts, ce n'est pas grave, vous pouvez prendre des objets du quotidien. Hein. Vous prenez par exemple, pour le chaudron, vous pouvez très bien prendre un cattelon de fondu, c'est terrible. Moi, pendant des années, j'ai fait mes filtres, mes potions, etc. dans des cattelons, vous savez, le cattelon en fonte pour la fondue savoyarde, tout ce que vous voulez. Ça marche super bien. En plus, vous avez du coup le petit poêle, vous avez le petit brasero. Donc l'appareil à fondu, c'est terrible pour faire un chaudron, croyez-moi. Mais voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'après on a créé les rituels de consécration, de purification, etc. Puisque c'était en fait pour détourner l'usage des outils de l'époque, hein, pour essayer de les nettoyer de leur usage quotidien, pour les consacrer à une tâche spécifique spirituelle, d'accord? Quand vous avez des outils que vous utilisez uniquement pour vos rituels, vous n'avez pas besoin de rituels de purification, de consécration, etc. Puisque ces outils sont consacrés uniquement à votre usage spirituel. Voilà. Par contre, les rituels de consécration et de purification sont utiles quand vous utilisez des objets détournés, ou vous avez acheté des objets dans des brocantes, etc., qui ont un certain passé énergétique, donc du coup il faut les purifier, ou quand vous faites beaucoup de rituels, c'est bien de nettoyer vos outils énergétiquement parlant pour qu'ils puissent retourner un petit peu à zéro. Donc il vous faut une coupe. Une coupe, un verre, vous prenez ce que vous voulez, un calice, etc. Il vous faudra de la sauge blanche si possible, la sauge classique. Alors là encore, j'ai envie de vous dire, si vous pouvez avoir de la vraie sauge, c'est mieux, bien évidemment. Si vous ne pouvez pas avoir accès à de la sauge, vous pouvez la prendre dans les, vous savez, les tubes là. Les tubes en verre pour faire la cuisine, genre Ducros, enfin c'est pas pour citer une marque, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Donc si vous n'avez pas accès à des plantes bio, naturelles, vous pouvez toujours prendre autre chose, d'accord? C'est pas le problème, comme je vous l'ai dit, surtout l'intention que vous allez mettre dedans. Mais il faut éviter au maximum de prendre des produits qui sont traités industriellement, parce que surtout les plantes, hein, les plantes aromatiques, le problème c'est qu'elles sont traitées industriellement, elles sont moulues très finement, elles perdent beaucoup leur énergie. C'est comme quand vous prenez des fruits et des légumes, hein, plus vous allez travailler, cuire, etc., plus ça va altérer les bienfaits des légumes et des fruits, vous allez perdre les vitamines, etc., etc. C'est le même principe avec les plantes. Plus une plante va être travaillée et moins elle aura ses effets actifs. Hein. C'est exactement le même principe. Donc de la sauge. À défaut, vous pouvez prendre de l'encens de sauge, si vous n'avez pas. À choisir, je préférerais de l'encens de sauge plutôt que la sauge dans les tubes du croc. Hein, choisir, il vaut mieux prendre de l'encens, parce qu'au moins l'encens, il est travaillé pour un but spirituel. Vous voyez, donc il y a eu quand même si la plante est travaillée, on lui donne une certaine intention spirituelle.
Il vous faudra de l'encens, bien évidemment. Alors pour l'encens, privilégiez des encens de travail, pas des encens d'ambiance. Je m'explique. Pour moi, la définition très simple, je dis bien c'est pour moi, d'accord? C'est ma définition, c'est pas la définition, mais pour moi, un encens d'ambiance, c'est tout ce qui est encens en bâton. On peut travailler avec des encens en bâton ou les petits cônes, tout ça, c'est pas un problème. Mais je trouve que leur fragrance, très souvent, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées et on ne sait pas vraiment quelles sont les plantes, les épices, les résines qui sont utilisées dans ces encens et par conséquent, on ne sait pas trop avec quoi on travaille. Donc il faut être un petit peu vigilant avec les bâtons. C'est pour ça que moi, tout ce qui est bâton et cône, ce sont des parfums d'ambiance. Pour moi, les parfums de travail, c'est vraiment celui avec le charbon classique et puis les encens résines ou les plantes directement. Pareil hein, pour les encens résine, c'est pas forcément plus naturel et plus bio, parce que là aussi c'est travaillé. Mais on va dire que c'est un petit peu moins mauvais. Après, vous pouvez toujours vous amuser à faire vos propres résines, faire vos propres encens. Mais c'est pas le thème et on va éviter de s'égarer. Donc il vous faudra un charbon d'encens, bien évidemment, et puis l'encens en question. Alors pour l'encens, moi je vais prendre un mix. Je vais prendre de la myrrhe, du sang de dragon et de l'encens de Jérusalem. Ce sont mes trois préférés quand je veux vraiment travailler sur des puissants sorts de protection. Bon, si vous n'avez pas, vous pouvez toujours vous orienter vers d'autres encens. Mais j'ai envie de vous dire, sur l'un des trois, il y en a forcément un que vous devez posséder impérativement. Je crois que la myrrhe c'est celui qui est le plus répandu, c'est le plus facile d'accès. C'est un petit peu un encens, j'ai envie de vous dire... je ne veux pas dire polyvalent, mais la myrrhe, on peut l'employer quand même pour faire beaucoup de travail. Et la myrrhe, voilà, c'est pas forcément un encens qui est très cher, il est très souvent de bonne qualité parce que c'est une résine qui est facile à avoir. Donc voilà, au moins de l'encens de myrrhe. Le sang de dragon, il est un petit peu plus cher. C'est un encens quand même qui coûte un petit peu cher. Faut compter, je crois, une vingtaine d'euros les 100 grammes. Donc bon, c'est un encens qui coûte un petit peu plus cher. Mais pareil, c'est un puissant encens avec lequel vous pouvez faire beaucoup de choses. Et l'encens de Jérusalem, idem. Donc, je ne vais pas vous dire tout ce qui est marqué sur les étiquettes, mais par exemple pour la myrrhe, les trois mots-clés que j'avais mis, c'était relaxation, protection, purification. Voyez. Si je prends l'encens dragon, protection contre le mal, exorcisme et contre la magie noire. Vous voyez, donc pour vous dire que c'est vraiment un encens très puissant. Et puis le Jérusalem, rituel magique, spirituel, puissante, protection et la chance. Et ça tombe bien puisque notre rituel va porter sur ça. Il vous faut bien sûr un encensoir et puis une petite pince pour manipuler votre encens, des allumettes ou un briquet, c'est comme vous voulez, votre porte-encens, et puis c'est tout, et une bougie blanche, j'avais oublié, une bougie blanche. Pourquoi blanche? Tout simplement parce que là on va partir sur un rituel de purification, de protection, de consécration, donc on va partir sur une base neutre, complètement neutre. Là aussi, je tiens à le préciser, j'ai fait une vidéo sur les couleurs de bougies, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé d'investir dans plein de bougies de couleurs différentes, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à l'époque, quand vraiment on veut travailler dans le côté authentique, à l'époque, les bougies étaient réalisées en cire d'abeille, donc c'était couleur cire d'abeille. Il n'y avait pas vraiment de bougies de couleur. On ne savait pas trop faire, sauf certaines. Il y avait le rouge qui existait, mais c'était pour les églises, voilà, c'était pour des choses un petit peu prestigieuses et riches. Mais sinon, les bougies classiques étaient couleur cire d'abeille. Donc j'ai envie de vous dire, la bougie, vous n'avez pas forcément besoin de couleur, puisqu'en fait la bougie représente l'élément du feu et la lumière, tout simplement. Donc j'ai envie de vous dire, on s'en tape un peu, qu'elle soit noire, qu'elle soit bleue, qu'elle soit rouge, qu'elle soit violette. Ça c'est vraiment avec le mouvement Wicca moderne, etc., qu'on a attribué plus ou moins des couleurs aux bougies. Mais sinon, si vous voulez travailler dans le côté authentique et original, bougie simple, sans couleur, le mieux c'est en cire d'abeille, c'est encore même mieux que la paraffine. Voilà. Donc une bougie. Et puis voilà, et puis on va pouvoir y aller. Et bien entendu, il va vous falloir l'objet à envoûter en question. Bon, moi en l'occurrence là, c'est un Dreamcatcher qui est pour le petit, pour qu'il soit protégé dans sa chambre, voilà, de tout. Donc là, c'est un objet qui est un petit peu particulier, puisque le Dreamcatcher, c'est pour vraiment capter les rêves, et ça va être aussi, comment on pourrait dire... le Dreamcatcher va devenir un symbole de protection à lui-même, c'est-à-dire que ça va vraiment agir comme un bouclier qui va venir fermer hermétiquement la chambre pour éviter que toute énergie négative, tout ce qui est négatif puisse rentrer dans la chambre. C'est également associé au rêve, donc du coup on va orienter le rituel, on va faire une petite
petite formule à côté pour protéger les rêves avec, puisque le principe du Dreamcatcher, c'est pour capter les cauchemars, les mauvais rêves, etc. Puisque parfois, on peut avoir des entités, des énergies qui peuvent transiter à travers les rêves, et dans nos rêves, on peut leur donner une espèce de corps éthérique, et après, qu'ils puissent avoir accès au plan physique. Donc, c'est pour ça qu'on va l'envoûter triplement, vous allez comprendre. Au niveau de l'objet envoûté, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Ça peut être par exemple un pendentif, ça peut être un bracelet, ça peut être pourquoi pas une barrette, un bijou pour les cheveux, ça peut être un vêtement. Tout, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, tout ce qui pour vous a une symbolique, vous pouvez le faire. Ça peut être un chapelet, bien qu'un chapelet, il n'ait pas vraiment besoin de ça, puisqu'un chapelet, il est déjà plus ou moins sanctifié, purifié par l'image qu'il représente. Mais vous pouvez, par exemple, avec un chapelet, vous pouvez, avec un livre, avec votre grimoire, avec tout ce que vous voulez, n'importe quoi, tant que pour vous, voilà, c'est quelque chose qui représente quelque chose de précieux. Allez, je vous change d'angle, et puis on y va tout de suite. Allez les amis, donc on se retrouve avec notre petit hôtel. Donc si vous avez un hôtel, un espace consacré pour réaliser vos petits rituels, c'est encore mieux. Sinon, vous pouvez faire ça par exemple sur la table de la salle à manger ou n'importe où. Ça peut être dehors, vraiment on s'en fiche. Mettez-vous dans un endroit où vous êtes à l'aise et si possible dans le calme et sans bruit. Ça c'est vraiment par contre très très important. Alors, avant de commencer, on va d'abord tout de suite mettre un petit coup de cloche. Alors, ça peut être cloche, ça peut être bol tibétain, vraiment tout ce que vous voulez, tout ce qui fait une sonorité un peu cristalline, on va l'utiliser. Tout simplement, ça permet d'ouvrir symboliquement le rituel et c'est aussi pour attirer l'attention des énergies et des entités qui nous entourent, pour leur montrer, je voulais dire pour leur dire et leur montrer, pour leur montrer que coucou, je suis là, je vais faire quelque chose d'important, je vais avoir besoin de votre aide. Vulgairement, voilà, c'est pour dire ça. Donc, on y va. Voilà, donc là le rituel est officiellement ouvert. Tout de suite, on allume d'abord notre bougie, puisque on va ensuite allumer l'encens avec. Pareil, moi je suis assez old school sur certaines pratiques. Je suis pas forcément fan des briquets pour allumer les bougies, les encens, etc. J'aime bien avec des allumettes. Alors je sais, c'est pas forcément écologique par rapport au bois, etc., le soufre et compagnie. Mais voilà, c'est vrai que moi je suis assez old school sur certaines pratiques, je l'avoue. Donc une fois que notre bougie est allumée, on va pouvoir créer notre encens. Alors là, ah mince, qu'est-ce que j'ai fait de ma grille ? Ma grille, elle doit être dans l'autre encensoir. Alors attendez, je vais mettre une petite pause et je vais chercher l'autre encensoir. Alors, me revoilà. Je suis désolé, je viens de vous illustrer un des mauvais exemples à ne pas faire, puisque avant de pratiquer un rituel, vous pouvez bien sûr, pour votre protection, surtout quand on débute, c'est vrai quand on a un petit peu plus de pratique, on peut se permettre de ne plus le faire. Parce qu'on peut le faire mentalement, c'est bien sûr le cercle de protection, c'est important. Donc quand on débute, il vaut mieux faire son cercle de protection vraiment à la main, soit avec une craie ou avec du sel, et on trace vraiment un cercle. Et il faut impérativement ne pas sortir de ce cercle jusqu'à ce que votre rituel soit complètement terminé. Ça inclut donc qu'il faut posséder tous les outils, et éviter de sortir du cercle. Donc là, concrètement, je viens d'illustrer ce qu'il ne faut pas faire. Merci Jonathan, c'est très bien. Après, comme je vous l'ai dit, quand vous avez un petit peu plus de pratique, c'est vrai que le cercle, on le dessine moins physiquement. Très souvent, on prend la baguette pour la dessiner mentalement, et puis après, vraiment, quand on a beaucoup plus de pratique, on peut beaucoup plus facilement s'imaginer en fait un dôme de protection autour de nous, et on n'a plus besoin de réaliser ce cercle. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai oublié de vous en parler avant la vidéo, parce que j'ai l'habitude de faire mes choses, et c'est vrai qu'il faut que je pense aussi à ceux qui débutent. Donc, on se retrouve avec le bon encensoir, enfin c'était celui-ci, mais j'ai préféré prendre le plus gros, parce que vous allez voir que je vais faire un petit mélange avec mes différents encens, la sauge, et je vais également vous donner une petite technique pour éviter de brûler vos résines, parce que très souvent quand on allume son charbon, on a tendance à mettre les résines dessus, et on peut avoir parfois bien le charbon, il faut quand même savoir que ça brûle à 800 degrés, et que si vous balancez les résines tout de suite dessus, vous pouvez avoir le problème
où les résines vont brûler et que vous n'allez pas forcément avoir les bonnes odeurs, vous allez avoir une odeur de brûlé. Donc je vais donner une petite astuce toute simple à réaliser. Donc là, on allume son charbon. Je ne vais pas vous expliquer comment est-ce qu'on allume un charbon, je pense que vous savez faire quand même. Très important de toujours... Voilà, alors ça... Mon charbon vient de crépiter, vous voyez, j'allais vous le dire. Mon charbon vient de crépiter et il vient d'éteindre la bougie. Je voulais vous dire qu'il était important que votre charbon soit bien toujours conservé dans un bocal hermétique fermé pour pas qu'il ne prenne l'humidité ou quoi que ce soit, parce que si vous avez des problèmes d'allumage, normalement un charbon de qualité, vous le passez dans une flamme et en quelques secondes, il doit vraiment devenir rouge, enfin il doit brûler tout de suite. S'il met trop de temps à s'allumer, c'est que soit il a pris l'humidité, soit que c'est de la mauvaise qualité, enfin voilà. Donc là, si je mets ma main, très clairement, je sens que ça brûle. Donc si je balance les résines tout de suite dessus, il y a de fortes chances pour que mes résines soient brûlées. Donc ce que vous allez faire, quand vous brûlez votre encens, ça peut être de l'encens en bâton, on s'en fiche, hein, ça marche avec n'importe quoi, puisqu'il vous faut de la cendre. Vous allez prendre en fait un petit peu de cendre, et vous allez mettre la cendre sur votre charbon. Voilà, vous allez vraiment recouvrir votre charbon avec la cendre. Comme ça, lorsque vous allez mettre vos résines dessus, eh bien, il n'y aura pas le contact direct avec le charbon, puisque en fait, les résines vont reposer sur la cendre. Donc du coup, vous n'allez pas brûler les résines. Ensuite, vous mettez vos résines. Pareil, vous n'avez pas besoin de mettre 3000 grains. Là, par exemple, j'ai mis 2 grains moyens de myrrhe. Je vais mettre l'encens de Jérusalem. Vous voyez, là, il y a un gros grain d'encens de Jérusalem, donc je vais en mettre qu'un seul. Je vais mettre mon encens de dragon. Mon sang de dragon, pardon. Pareil, hein, 2 grains suffisent. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Sauf, bien sûr, tout dépend du travail que vous voulez faire avec. Si par exemple vous voulez faire un travail de fumigation, là oui, vous pouvez charger en grains parce qu'on cherche à avoir beaucoup de fumée, d'accord? Quand par exemple vous voulez purifier votre maison, etc., oui, là on peut mettre beaucoup de grains. Donc bien évidemment, là vous ne sentez pas l'odeur, mais grâce aux cendres sur le charbon, on voit que mes grains sont en train de fondre tout doucement et on a vraiment juste que l'odeur des résines, on n'a pas cette odeur de brûlé qui va avec et surtout ça ne brûle pas mes grains. Ensuite on va se mettre une petite feuille de sauge pour compléter, on peut s'en mettre une deuxième même. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'odeur de la sauge brûlée, c'est très particulier. Parce que je vais être honnête avec vous, on dirait en fait de l'herbe à fumer, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça a la même odeur, c'est pareil. Mais ça ne se fume pas, hein, qu'on soit d'accord. Et là, donc, nous avons notre petit cocktail pour pouvoir purifier notre objet. Ensuite, on va se verser notre eau de source dans notre calice. Voilà. On va se prendre notre sel, on va en mettre une pincée dans le calice. Et voilà. Et là, nous avons absolument tout pour réaliser notre petit rituel. Maintenant, je vais ouvrir... Voilà. Alors, on va d'abord commencer par un rituel d'envoûtement pour l'objet. On va d'abord lui enlever un petit peu, comment je pourrais vous dire, sa nature première, c'est-à-dire que sa nature première, vous voyez comme là, ce sont des rubans, des fils, enfin voilà, c'est vraiment, comment on pourrait dire, lui enlever son utilité décorative avant tout pour le rendre utile. Allez, donc là on se concentre et bien sûr on met l'intention dans ce que l'on demande. Objet du quotidien qui par mes soins fut choisi, entends ces rimes en cet instant béni.
Que l'utilité pour laquelle tu fus créé soit par ce charme détourné et sanctifié. Esprit bien-aimé, protecteur des innocents, je vous demande d'ensorceler cet outil prestamment. Pour dévoiler le mal d'aujourd'hui ou d'hier, octroyez-en moi l'usage par cette prière, que son nouveau pouvoir soit lié à moi, afin qu'il me dévoile ce qui est cause d'effroi. Qu'il en soit fait ainsi. Là, on va passer l'objet dans la fumée de l'encens. N'ayez pas peur de bien passer l'objet, hein, de bien l'enfumer, c'est le cas de le dire. Comme si on lui faisait une sorte de nettoyage à sec. Ça vous fera sourire. Alors bien sûr, faites attention, hein, si vous avez un objet qui est constitué de choses fragiles, on évite de le coller sur l'encensoir, hein, parce que bien évidemment, le charbon va chauffer le matériau de votre encensoir. Donc si vous ne voulez pas faire fondre, ça paraît logique, mais bon, c'est bien de le rappeler quand même. Lorsque vous purifiez votre objet, lorsque vous le passez comme ça dans la fumée de l'encens, essayez vraiment de visualiser comme si vous le nettoyez, comme si vous... Essayez de voir en fait dans les volutes de fumée qu'à chaque fois vous avez des espèces d'orbes ou des choses qui s'enlèvent, tout ce qui est négatif. C'est très important la visualisation quand on fait des rituels. Très 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 important. Pareil, prenez votre temps, hein, quand vous purifiez, quand vous consacrez quelque chose. Ça sert à rien. Si vous faites un rituel en 2 minutes parce que soit ça vous saoule, soit vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas le temps, c'est pas la peine de vous lancer dedans, hein. Vraiment, faites-le à un moment où vous êtes tranquille, où vous savez que vous pouvez prendre le temps, que vous n'êtes pas stressé, que vous n'êtes pas fatigué, que voilà, vous êtes vraiment. Il faut que vous soyez à fond dedans. C'est très très important ça aussi. Alors bien sûr, ça peut marcher aussi avec vos jeux de cartes, vos tarots, vos pendules, tout, hein, vraiment, cette méthode, vous pouvez l'appliquer pour tout, 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 absolument tous les objets que vous voulez. Voilà, une fois qu'on l'a bien enfumé avec notre petit cocktail, on va passer à la formule suivante. Donc la formule suivante, on va lui demander de la protection cette fois-ci. Donc là, c'est vraiment une formule de protection. Bien entendu, les formules, il faut toujours les adapter, d'accord? Parce que très souvent, les formules, c'est très souvent pour nous, quand on demande la protection, hein, très souvent, c'est moi, etc. Mais en l'occurrence, là, c'est pas pour moi que je demande la protection, mais c'est pour, vous l'avez deviné au prénom du Dreamcatcher, c'est pour Nolan. C'est pour Nolan qu'on demande la protection. Donc du coup, si vous voyez dans la formule, dans le rituel, que le sujet c'est je ou moi, eh bien vous le remplacez par lui, elle, eux, enfin voilà, pour la ou les personnes que vous voulez. Alors, j'invoque l'aide des esprits divins, car j'ignore de quoi sera fait demain. Je vous demande donc la protection et pour son âme l'onction. Gardez son corps et ses pas afin de lui éviter le trépas. Protégez sa précieuse vie en lui concédant le répit. Veillez et préservez sur son cœur pour qu'il soit épargné du malheur. Qu'il en soit fait ainsi. Là, vous allez prendre quelques gouttes d'eau qui est avec le sel et vous allez juste comme ça asperger l'objet. Ça sert à rien de vider dedans, ça sert à rien de le plonger dedans. Encore que vous pouvez le faire pour certains objets, si par exemple vous voulez, je sais pas moi, protéger une robe, n'importe quoi, pourquoi pas, vous pouvez directement plonger dans une bassine, hein, avec votre eau, votre sel consacré. Vous pouvez réaliser de l'eau lunaire aussi, hein, ça sera encore plus efficace avec le sel consacré. Et vous pouvez directement plonger le tissu dedans. Si l'objet ne risque rien, hein, vous n'allez pas par exemple plonger un jeu de tarot ou un jeu d'oracle dans de l'eau, hein, ça serait complètement... Sauf si c'est un jeu qui est 100% plastique et du coup qui ne craint pas l'eau. Mais voilà, là aussi, faites appel à votre logique, hein. Tout ce qui est fragile, on va asperger délicatement. Et tout ce qui ne craint pas trop, on peut à la rigueur baigner dedans.
Là aussi, il n'y a pas de règle sur le nombre de fois où vous voulez le faire. C'est-à-dire, vous le faites jusqu'à ce que vous sentiez que voilà, c'est fini, que il y a ce qu'il faut, hein. Comme je l'ai dit, en magie, il n'y a pas de règle. C'est vraiment l'intention qui compte, c'est votre volonté, c'est ce que vous voulez faire avec. Si vous voulez vraiment, si pour vous, le fait de le faire plusieurs fois, ça renforce la protection, eh bien faites-le plusieurs fois. Si pour vous, le fait de le faire une fois, ça suffit, eh bien faites-le juste une fois. Vraiment, c'est à vous aussi de suivre votre instinct, votre intuition. Voilà. Maintenant, pour la troisième formule, comme je l'ai dit, puisque c'est un objet avant tout pour protéger les rêves, là, je vous invite à vous concentrer sur l'objet. Donc là, pour le coup, vous voyez, je vais le prendre entre mes deux mains et je vais vraiment lui insuffler de l'énergie qui va transiter à travers mes mains. Comme si mes mains étaient deux polarités et nous avons l'objet qui est au milieu qui va être chargé par ces polarités-là. Et donc pour celui-ci, je vais réaliser une formule pour la protection des rêves, puisqu'avant tout c'est un dreamcatcher. Donc ce que l'on attend d'un dreamcatcher, c'est que bien sûr il protège nos rêves, hein. J'en appelle à l'aide des forces et puissances magiques, ainsi qu'aux entités du monde féerique. Quand ces nuits, ils adoucissent ses songes complexes, qu'ils épargnent son péril cortex, en gage de remerciement de sa tranquillité d'esprit. Pour toute la durée des nuits, je promets à ces êtres si parfaits mon plus profond et solennel respect, qu'il en soit fait ainsi. Et si vraiment vous le faites sincèrement, vous pouvez sentir une certaine chaleur qui va s'émaner de vos mains. Vous pouvez avoir des picotements dans les doigts, dans les bras, dans les mains, et vous pouvez vraiment sentir une chaleur. Ça peut même faire des sortes de vibrations qui vont se répandre dans vos membres. C'est tout à fait normal, ça veut dire que l'énergie transite bien, que vous êtes sincère, que vous êtes honnête, que vous êtes écouté, et que surtout ce que vous demandez, eh bien, c'est en train de se faire. Parfois, il peut y avoir des matérialisations physiques des rituels. Très important aussi, quand on fait un rituel, une formule, n'importe quoi, on finit toujours par ainsi soit-il, ainsi soit fait, qu'il en soit fait ainsi. C'est très important là aussi. Et bien sûr, on remercie toujours. Alors encore une fois, je vais vous le dire, je crois que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, ça sert à rien de faire des offrandes avec des fruits, du vin, du chocolat, du tabac, de ce que vous voulez. Les entités ne sont pas là pour consommer ces produits, d'accord? Ce que vous pouvez offrir de vous avant tout, c'est du temps, hein, parce que ça, le temps, c'est, comment je pourrais vous dire, dans l'astral, le temps, c'est une sorte de monnaie, parce que le temps, c'est de l'énergie consacrée, et ça, c'est une vraie offrande. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes pressé, ne le faites pas, c'est pas la peine, parce que ça va être une insulte pour les entités, pour les énergies, et il y a de fortes chances pour qu'ils ne daignent même pas vous écouter et ne réalisent absolument pas ce que vous demandez. Donc quand vous faites ce genre de choses, vraiment, mettez-y votre cœur et mettez-y du temps, consacrez-y du temps réellement. C'est-à-dire, faites ce que vous avez à faire. Si ça doit durer 2 heures, ça durera 2 heures, c'est pas grave, on s'en fiche, mais vraiment donner ce temps, parce que du coup le temps que vous allez consacrer, c'est pas le temps qu'ils vont prendre comme offrande, mais c'est l'énergie que vous aurez consacrée durant ce temps qui sera une offrande, et ça sera une offrande valide. Et bien sûr votre profond respect, votre sincérité, c'est-à-dire qu'un rituel, on ne le fait pas entre copains copines pour s'amuser, pour passer un bon moment, pour faire comme dans Charme de Harry Potter, hein, très clairement, non. On fait vraiment les choses avec connaissance et respect, c'est très important ça. Voilà, donc là les amis, notre rituel est terminé, hein, comme vous avez pu voir, c'est pas très compliqué. Là, moi, j'ai utilisé les formules de mon grimoire. Bien entendu, vous pouvez utiliser vos propres prières. Amusez-vous à créer vos propres formules, vos propres rituels. C'est important aussi. C'est comme ça que vous pourrez grandir, hein. Très souvent, j'ai des questions qui me disent « Oh là là, où est-ce qu'on peut trouver un bon rituel? Où est-ce qu'on peut trouver une formule? Où est-ce que ceci? Où est-ce que cela ?» Mais non, la magie, avant tout, c'est, comme je l'ai dit, une intention. Donc, réalisez vous-même vos propres prières et vos propres formules. C'est important.
vraiment important parce que du coup, vous allez mettre votre propre énergie dedans. En plus, pour réaliser une formule, c'est pas très compliqué, vraiment pas compliqué. C'est-à-dire qu'en premier, on fait tout ce qui est invocation et conjuration. C'est-à-dire qu'on va invoquer le pouvoir de la lune, du soleil, des entités, des éléments, les gardiens des points cardinaux, ce que vous voulez. En début, c'est tout ce qui est invocation et conjuration. J'en appelle à nanana. Je demande l'aide de nanana. Voilà, ça c'est la première partie. Ensuite, vous allez formuler ce que vous désirez. Vous formulez votre requête, c'est-à-dire je vous appelle ce soir parce que je voudrais ceci, etc. Attention, on est toujours dans l'aspect positif, d'accord? On parle toujours au présent et dans la positivité, c'est-à-dire qu'on ne dit pas je ne veux plus être pauvre, je ne veux plus être malheureux. Non, on est toujours dans le positif, c'est super, super, super important ça aussi. C'est-à-dire que là, par exemple, on demande la protection. On ne demande pas je ne veux plus être victime de mauvais sorts. Vous voyez, non, il faut toujours être dans le positif et dans le présent aussi, c'est important. Donc on fait la demande, ensuite on explique les raisons éventuellement, on peut dire je demande ceci parce que cela, parce que en ce moment ceci, cela. Mais on essaye toujours de tourner dans la positivité. Si on peut, on demande aussi, on formule la conséquence, c'est-à-dire que je demande la protection pour être protégé du malheur, de la maladie, de ceci, de cela, d'accord? Et ensuite, on finit par une formule de remerciement, comme quand vous faites une lettre, on finit toujours par une formule de remerciement. Éventuellement, suivant les rituels, on peut aussi raccompagner l'entité, c'est-à-dire ô toi gardien de l'Est, je te renvoie à l'air, etc. Voilà, on peut, en plus de la formule de politesse, on peut renvoyer les entités que nous avons invoquées. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin après d'offrande, de mettre une barre de chocolat, n'importe quoi, puisque de toute façon, soit votre offrande va partir à la poubelle, soit vous allez finir par la manger. Et en fin de compte, elle n'aura pas du tout servi l'entité, d'accord? Donc ça, c'est vraiment bête. Vous pouvez le faire si vous y tenez vraiment, si pour vous c'est une symbolique. Mais honnêtement, non. Ce qui est important, c'est l'énergie que vous allez consacrer à ça, d'accord? Et en plus, on aime bien quand ce sont des choses qui sont désintéressées et quand c'est pour les autres, parce que ça aussi c'est important. La magie ne doit pas servir vos propres intérêts, selon les conditions évidemment. Parfois la magie, elle est là aussi pour pouvoir nous aider, pour améliorer notre quotidien, mais il faut éviter d'utiliser la magie pour nos propres centres d'intérêt, pour nos propres envies. On essaye d'être dans l'altruisme le plus possible, parce que croyez-moi que c'est important d'être dans l'altruisme et dans le service des autres, parce qu'on peut après rapidement tomber dans d'autres pratiques un peu plus déviantes. Voilà donc mes chers amis. Allez, donc c'est tout pour ce petit rituel de consécration et de protection. J'espère que cela vous a plu. Bien entendu, après, vous pouvez clôturer votre rituel. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. Donc, dès que vous avez tout terminé, quand vous avez pris une petite minute de silence pour méditer, etc., là, après, vous pouvez fermer tout votre rituel. Alors, avant tout, on commence d'abord par éteindre les bougies, etc. On laisse consumer l'encens, on laisse tranquillement se terminer. Donc là, moi, je vais éteindre ma bougie, par exemple, parce que je ne l'ai pas fait. Alors là aussi, vous avez plusieurs écoles. Vous avez des personnes qui vont vous dire qu'il ne faut pas souffler sur la flamme de la bougie, qu'il faut l'éteindre avec ses doigts, ou avec, vous savez, cette espèce de petite cloche pour étouffer la flamme. J'ai envie de vous dire, là aussi, faites comme vous le ressentez, comme vous en avez envie, d'accord? Les entités, elles ne vont pas tenir compte de savoir si vous avez soufflé la flamme, si vous l'avez étouffée ou autre. D'accord? On n'est pas non plus dans l'extrême. Et une fois que vous avez terminé tout ça, donc ensuite, vous allez pouvoir fermez votre rituel à l'aide de votre bol, de votre cloche, tout ce que vous voulez. Et là, on indique aux entités, aux énergies et aux esprits qu'on clôture le rituel, donc du coup que tout est terminé, et c'est à ce moment-là que vous pouvez vous lever, que vous pouvez casser votre cercle de protection, et que vous pouvez ensuite débarrasser. Donc vous laissez consumer votre encens, vous laissez consumer votre petite bougie si jamais vous utilisez des petits chauffe-plats. C'est bien parfois d'utiliser des petits chauffe-plats, parce que comme ça vous pouvez laisser intégralement consumer la bougie. Ça permet de prolonger les effets du rituel. Bien sûr, c'est dans la visualisation que je vous dis tout ça, d'accord? Mais si vous avez un gros cierge, vous n'allez pas le laisser brûler intégralement. Voilà.
Et ensuite, donc, vous pouvez vous lever, débarrasser et tout fermer. Et là, ensuite, eh bien, vous pouvez utiliser votre objet tel quel, puisque après, il est prêt. Donc là, vous n'aurez plus besoin de le reconsacrer ni de le purifier. Peut-être de temps en temps, par exemple, une fois dans l'année, vous allez refaire un petit rituel de purification histoire de le dégager de toute la négativité, hein, parce qu'un dream catcher, c'est comme une espèce d'aimant qui capte tout ce qui est négatif, d'accord? Donc on va le nettoyer un petit peu en lui faisant un petit rituel de purification. Vous le passez pas à la machine à 30 degrés. D'accord? Non, parce qu'il va faire un petit peu la tête le Dreamcatcher. Donc vous faites un petit rituel de purification, mais voilà, il n'y a pas besoin de le faire 350 fois par jour, sauf si vous faites que des cauchemars tout le temps. Mais sinon, vous le faites par exemple une fois dans l'année, ça suffit et ça repart à nouveau pour plusieurs jours, etc. Vous pouvez également, c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé, pour les rituels de purification, vous pouvez utiliser votre astre dominant. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes plus sur une énergie et une magie solaire, vous pouvez utiliser la magie du soleil, enfin l'énergie du soleil. Si vous êtes plutôt quelqu'un de lunaire, vous pouvez utiliser la lune pour pouvoir le purifier. Là encore, hein, il ne faut pas écouter tous les conseils, etc. Il faut que vous fassiez selon vous, votre personnalité propre. C'est-à-dire que selon votre signe astrologique, déjà vous avez un élémentaire qui vous est attribué, soit terre, feu, eau ou air. Et ensuite, vous avez des planètes qui vont dominer votre signe astrologique. Ça aussi, c'est important de travailler avec ces planètes dominantes. Et ensuite, vous êtes plutôt soit lunaire, soit solaire. Alors là aussi, c'est pas forcément soleil ou lune, c'est pour symboliser si vous êtes plus lumière ou si vous êtes plus, entre guillemets, ténèbres. C'est pas parce que vous êtes lunaire, autrement dit ténèbres, que vous êtes négatif. D'accord? On évite de tomber dans les clichés là aussi. Hein. Mais simplement, c'est très important de travailler avec ces dominants pour leur demander aussi de l'aide. D'accord? Donc, si vous êtes plutôt sur une magie solaire, eh ben, vous allez plutôt travailler le jour, par exemple, parce que le jour, vous aurez plus d'énergie, vous serez mieux. Si vous êtes plutôt lunaire, vous allez davantage travailler la nuit. Hein. Voilà. C'est plein de petites choses comme ça qui peuvent vous aider aussi. Voilà donc mes chers amis. Allez sur ce, en plus je vous fais une dernière petite aparté, comme vous pouvez le voir sur le petit log calendrier, on est le samedi. C'est vrai que le samedi c'est un jour qui est un petit peu important en magie parce que c'est très souvent la nuit du samedi au dimanche où on pratique, que ce soit spiritisme, rituel, etc. Voilà, c'est comme ça. Le samedi c'est un petit peu le jour de la magie, il n'y a pas un jour particulier parce que tous les jours peuvent être propices en fonction des planètes dominantes. Mais c'est vrai que le samedi, on va dire... folkloriquement parlant, c'est vrai que c'est la nuit qui sera un peu plus propice, puisque c'est une nuit où on est un peu plus tranquille, c'est la nuit du week-end, c'est la nuit où voilà. Hein, donc très souvent c'est le samedi soir. Mais vous pouvez le faire n'importe quelle nuit ou n'importe quel jour, hein, peu importe. Enfin peu importe, oui et non, vous pouvez le faire selon votre planète dominante. Hein. Si par exemple, je sais pas, la Lune est votre planète dominante, vous pouvez le faire lundi. Si c'est Mars, vous le faites le mardi. Mercure, c'est mercredi. Jeudi, c'est pour Jupiter. Vendredi, c'est pour Vénus. Le samedi, c'est pour Saturne. Et le dimanche, c'est pour le Soleil. Donc, selon votre planète dominante, vous pouvez le faire ensuite en fonction du jour, hein, par rapport à votre planète dominante. Et ensuite, si vous êtes plutôt solaire ou lunaire, eh bien, vous le faites soit la journée ou la nuit. Et ça vous permet de décupler un petit peu plus les énergies que vous allez envoyer dedans. C'est très important de le savoir. Hein. La magie est faite de plein de correspondances, de concordances, de plein de choses comme ça. Et c'est bien quand on respecte tout ça parce que déjà... comment vous dire, les entités aiment tout ce qui est un petit peu protocole. Hein. C'est-à-dire que si je suis old school, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que tous les sorciers, les sorcières, les mages, enfin tous ceux qui pratiquent vraiment, ils sont tous un petit peu old school parce que on travaille avec des entités, des énergies qui sont intemporelles et qui se fichent royalement de savoir dans quel siècle on vit et ne sont pas forcément attachés à des choses ultra modernes, etc., etc. Mais par contre, il y a certaines règles, hein, les lois cosmiques. Il y a des lois comme ça qu'ils aiment bien et quand on respecte ces lois, eh ben, on a un petit peu plus de chances déjà d'être écouté. Voilà mes chers amis, bon je vous ai fait une vidéo qui était le plus complète que possible, maintenant vous avez tout entre vos mains, il ne vous reste plus qu'à pratiquer de votre côté. Sur ce je vous embrasse tous très très fort et puis on se retrouve très vite pour de prochains rituels, gros bisous à tous.